professeur donc de sciences informatiques à Stanford, scientifique en chef sur le cloud. Marie-Paul Cagny, professeure donc de sciences informatiques à Polytechnique, et vous vous penchez sur donc tout ce qui est graphique. Et Grégory Renard, donc parmi nous également. Je vais commencer par une question très simple. Vous représentez tous les trois domaines bien différents en matière d'IA. Fei et Marie-Paul sur la vision, la visualisation, et Grégory et vous plus sur tout ce qui est langage. Et donc, je lance la discussion par une question très simple. Quelle est votre définition de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a 60 ans d'âge. Donc, l'un de nos rêves à tous, encore aujourd'hui dans la recherche, c'est la recherche de la vraie intelligence des machines. Faire des machines qui soient capables de percevoir, d'apprendre, de communiquer, de prendre des décisions et de mener des actions. Voilà comment je définirais l'intelligence artificielle. Eh bien, vous pourrez l'imaginer, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que moi, je me concentre plus sur eh bien, ce qu'on peut apporter au quotidien, parce que je suis une start-up. Et j'aimerais définir l'IA comme l'instrumentalisation de l'information. En fait, comment définir une tâche de manière cognitive? Moi, je travaille sur les langues. Les animaux plus la vision. Donc, qu'est-ce qu'on a de particulier, nous? C'est la langue qui nous permet de représenter des idées. Et c'est vraiment ce qui nous différencie des autres espèces. Et donc, c'est pour cela que je pense que ça pourrait être une bonne définition. Marie-Paul? I agree with this definition. Je suis d'accord avec cette définition. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, outre l'analyse des données et la prise de décision, l'intelligence artificielle peut également être utilisée d'une façon créative, ce qui est quand même assez compliqué. Parce que si nous souhaitons que les machines nous aident, eh bien, elles doivent également nous aider pour la création. Tech aspects of AI, you all mentioned. Donc là, des aspects technologiques de l'intelligence artificielle, vous avez toutes mentionné les bénéfices pour l'humanité. Et j'ai lu que vous aviez vraiment mis l'accent sur une intelligence artificielle mettant l'humain au cœur. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, volontiers. Alors, en se penchant sur l'histoire de l'AI, de l'IA, on voit que on est passé par plusieurs phases. La première, ce sont les 5-6 décennies passées, décennies au cours desquelles l'IA était plutôt une discipline universitaire qui se développait surtout dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine des algorithmes mathématiques, mais en tout cas dans les départements des sciences. Aujourd'hui, en revanche, c'est une technologie qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. Et donc, l'IA va bien au-delà de la technologie elle-même. Donc, dans cette nouvelle ère que nous avons entamée, on se pose les questions que sont comment définir l'avenir de l'IA, quels sont les principaux ingrédients. Et donc, c'est une nouvelle ère qui est centrée sur l'humain et qui est un processus qui réfléchit à l'humain. Et les différents éléments de cette nouvelle IA sont les suivants. Par exemple, il faut absolument reconnaître les technologies d'intelligence artificielle comme encore naissantes. Il nous reste beaucoup de progrès à accomplir. Et l'une de mes citations préférées des années 70 pour définir l'intelligence artificielle et qui est encore si vraie aujourd'hui, disait en substance que la définition de l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est un ordinateur qui pourrait jouer aux échecs parfaitement bien pendant que la salle prend feu. Alors, c'est ça, c'est encore vrai. On est encore très limité dans l'intelligence artificielle. On n'a ni la souplesse, ni la complexité d'une compréhension globale, d'une conception globale et de l'apprentissage, comme beaucoup l'ont déjà dit ce matin. Donc, premier élément de cette intelligence artificielle centrée sur l'humain, c'est
une intelligence artificielle beaucoup plus complexe et beaucoup plus proche de l'intelligence humaine, plus nuancée. Une intelligence qui tienne compte des sciences cognitives, des sciences comportementales, pour permettre à cette technologie de ressembler autant que possible à celle de l'humain, l'intelligence de l'humain. Et puis, deuxième chose, c'est augmenter l'humain, collaborer, coopérer avec les humains, interagir avec eux plutôt que de les remplacer. C'est une forme de technologie qui va devenir à l'avenir de plus en plus importante, de plus en plus cruciale dans l'emploi pour améliorer l'éducation, les soins de santé, la durabilité, la production et les nouvelles opportunités de demain. Et puis, troisième élément de cette nouvelle intelligence artificielle, c'est la question du lien entre l'IA et la société, l'humanité. On en a également beaucoup parlé ce matin. Pensez notamment aux conséquences de l'IA dans l'éthique, dans l'économie, dans le droit, dans la philosophie, et intégrer toutes ces notions et ces études interdisciplinaires entre elles et les rassembler pour mieux évaluer, pour mieux comprendre les implications humaines et la dimension humaine de l'IA. Voilà, d'après moi, les trois domaines qui définissent cette IA centrée sur l'humain. Merci beaucoup. Donc, en fait, vous nous promettez un humain, une société augmentée pour demain, si j'ai bien compris. Bon, Grégory, c'est aussi un sujet qui vous intéresse. Avec X-Brain, retirer les tâches répétitives du monde de l'entreprise. Que pouvez-vous me dire là-dessus? Tout à fait. Alors, il faut commencer par comprendre, eh bien, X-Brain. Avec mon partenaire, Pierre-Noël Luigi, ici, on réfléchit au moyen d'augmenter l'humain, parce que... Et c'est vraiment une valeur fondamentale de toute personne voulant travailler avec nous. Et donc, au sein des services au service des clients et les centres d'appel, on essaye vraiment de mettre l'humain au centre de la technologie. Et toute la conception du produit part de là. Et l'agent d'un centre d'appel n'est plus un agent. Il devient un pilote d'intelligence artificielle. Il contrôle l'IA, et ce, au service de l'humain. Si, enfin, ça ressort de la définition, on parle finalement d'industrialisation, mais avec l'humain qui est au cœur du mouvement. C'est l'humain qui pilote la machine. Et donc, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on crée des systèmes de ce type. La bonne nouvelle, c'est en termes de productivité, parce que ça change tout. Alors, 100% de précision, oui, on peut travailler avec l'humain et la machine. Quand la machine ne peut plus apporter de réponses, on passe à l'humain. Et l'humain peut à ce moment-là prendre le contrôle de la machine à n'importe quel moment pour donner à l'utilisateur une expérience incroyable. Et donc, ça réinvente la relation avec le client. Merci. Donc, Marie-Paul, dans votre domaine de recherche, eh bien, vous penchez également sur les tâches créatives. Donc, au-delà de la prise de décision, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, je travaille également d'améliorer ou d'augmenter le côté humain. Pour moi, pour que la vie ait un sens, c'est non seulement de s'occuper les uns des autres, mais également comprendre mieux le monde autour de nous et de créer de nouveautés. Pour ces activités, il faudrait arriver à visualiser nos pensées. Les scientifiques, par exemple, qui essayent de comprendre comment le monde fonctionne, ont des images de ce qu'ils étudient. Cela peut être une cellule, cela pourrait être l'espace, cela pourrait être quelle que soit l'échelle. Et s'ils souhaitent les expliquer ou raffiner leurs pensées, comment faire? Est-ce qu'ils ont autre chose que tout simplement un morceau de papier et un stylo? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour y arriver? Pour les ingénieurs, on peut aller encore plus loin. Si vous inventez un nouvel mécanisme ou un nouvel objet, vous devez arriver à créer des modèles 3D
avant de faire des essais, des prototypes et aller plus loin. Et donc, de votre schéma à ce prototype, vous devez passer par plusieurs étapes. Toute une série d'étapes avec des ordinateurs qui sont peut-être même pas très intelligents. Alors, peut-on utiliser l'IA justement à rendre ces tâches plus créatives? More perspective than we could. Ça va encore beaucoup plus loin ce à quoi on pourrait s'attendre. Et j'aimerais aller... Donc, enfin, et on doit aller encore plus loin. Je crois que Marie-Paul, vous avez préparé une vidéo. Mais j'aimerais que chacun d'entre vous nous donniez un exemple en matière d'intelligence artificielle. On commence par vous. Oui, je vais vous montrer un film vidéo. C'est un nouveau domaine. Si vous voulez que les humains créent quelque chose, bien sûr, ils peuvent faire de la sculpture. Mais est-ce qu'ils peuvent, par exemple, faire la même chose avec un ordinateur? Là, par exemple, vous créez un château. Et quelle que soit la forme que vous prenez, en fait, vous restez toujours dans l'architecture d'un château. Et de cette façon-là, avec les connaissances que l'ordinateur a des châteaux forts, eh bien, vous pouvez arriver à le faire. Alors, là, pareil pour les vêtements. Si vous voulez créer une robe pour une autre morphologie, je peux mettre les données. Je peux, en fait, faire une copie-coller et arriver à créer une robe qui s'adapte à cette morphologie. Puis, un exemple que nous avons créé avec des biologistes. Si je voudrais modéliser un arbre et si je voudrais faire une image de cet arbre, eh bien, si je mets les connaissances biologiques dans mon ordinateur, si nous prenons quelques statistiques, vous pouvez arriver à faire une modélisation de cet objet très complexe. Alors, voilà quelques exemples. On prend des petites données. L'utilisateur, par exemple, a dessiné des arbres sur un terrain plat et des pierres sur des pentes. Et si vous utilisez ceci avec un modèle statistique, eh bien, vous pouvez créer une forêt, mais les arbres resteraient toujours sur un terrain plat et les pierres toujours sur des pentes. Et si vous arrivez à mettre une écosimulation des croissances, eh bien, l'utilisateur peut en fait redessiner les forêts pour des zones touchées, par exemple, par des incendies. Et cela vous permet de voir comment ces zones vont être dans 10 ans. Alors, je n'arrive pas à un autre exemple. Je ne sais pas dessiner une montagne, mais je peux, par exemple, tout simplement dessiner quelques cimes ou quelques pentes. Alors, si je fais un apprentissage approfondi sur la géographie d'une montagne, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez prendre ces données, des données réelles, et quand on utilise l'apprentissage profond, nous créons nos propres exemples et nous rendons les résultats beaucoup plus créatifs. Donc, vous voulez qu'on vous donne des exemples d'IA centrée sur l'humain? Eh bien, moi, l'exemple le plus frappant qui me vient à l'esprit, c'est cette collaboration que je fais depuis 5 ans à Stanford avec l'école de médecine de Stanford, avec mes collègues médecins. Il y a 5 ans, nous avons réalisé, comme vous l'avez entendu d'ailleurs par Ran tout à l'heure, que notre système de santé devait absolument être réformé à bien des égards et qu'il y avait là beaucoup d'opportunités d'y insérer la technologie afin d'améliorer le système tout entier. Au cœur de la santé, il y a le soin prodigué à proprement parler, donc pas simplement l'interprétation d'une radio ou d'un résultat d'analyse, mais tout ce qui est de l'ordre de l'être humain, de l'interaction, le chirurgien qui va opérer un patient, les familles qui prennent soin des personnes âgées, les médecins, les infirmières qui soignent des patients hospitalisés, ou encore un patient qui attend aux urgences d'être vu par un médecin. Toutes ces situations sont des situations où l'on prodigue des soins. Eh bien, on y rencontre dans ces situations 2 difficultés principales. La première, et on l'a vu avec la présentation de Ran, c'est que toute erreur médicale
peut avoir des conséquences catastrophiques jusqu'à entraîner la mort d'un patient. Toute erreur humaine, donc, a son lot de risques. Et deuxièmement, parfois, on est dans des situations d'inefficacité totale, ce qui fait augmenter considérablement pour de nombreux pays les coûts de la santé. Alors, au vu de ces difficultés auxquelles est confrontée la santé, on s'est dit la technologie de l'IA a un vrai rôle à jouer, pas pour remplacer les médecins, mais simplement pour les aider et pour rendre tout ce processus de soins plus intelligent, plus fin, pour avoir davantage d'informations à partager avec les médecins, pour pouvoir leur rappeler, par exemple, les différentes étapes critiques, cruciales d'une opération. Et c'est assez similaire à la question de la voiture autonome. Que fait une voiture autonome finalement? Elle utilise des capteurs modélisés pour sentir l'environnement, le comportement des autres voitures, des piétons et les différents objets dans son environnement immédiat. Ensuite, elle collecte ces données, elle les envoie à l'algorithme, et l'algorithme en fait une perception intelligente, une compréhension de l'environnement, et ensuite ça se transforme en action. Et ça se traduit en une voiture qui se conduit toute seule, et parfois ça peut aussi se traduire en un rappel envoyé au conducteur. Alors c'est ce qu'on essaye de faire à l'hôpital pour enfants malades de Stanford, et on essaye d'intégrer ces applications dans les hôpitaux. On s'est rendu compte que l'une des causes principales des décès de patients dans les hôpitaux, ce sont des infections dans les hôpitaux, nosocomiales attrapées dans les hôpitaux. Donc, et comment les éviter? Eh bien, il n'y a pas de technologie à l'heure actuelle pour éviter ces infections nosocomiales. On a commencé à utiliser, du coup, des capteurs que l'on a installés dans les salles, dans les corridors des hôpitaux, pour que les médecins puissent suivre leurs pratiques d'hygiène. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail des algorithmes d'apprentissage profond ni des capteurs intelligents, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiaste énormément. Et dans ce domaine-là, l'IA peut vraiment aider et soutenir l'humain. Grégory, avez-vous un exemple, vous? Deux choses à propos de l'humain augmenté, le fait de mettre l'humain au centre. Alors, comme on est une start-up et qu'il n'y a pas encore de grands experts dans notre domaine, nous avons une approche disruptive. Et nous avons beaucoup travaillé avec des spécialistes des langues et nous avons décidé vraiment de faire vraiment faire la publicité de notre travail et on arrive à une très grande productivité. Deuxièmement, pour ce qui est de la recherche que je fais, je n'ai pas le temps parce que comme tous ici, on fait beaucoup de choses. Et il y a trois ans, j'ai décidé de m'appliquer mes propres technologies d'augmentation. Et j'ai une machine que j'ai créée qui lit des millions et des millions d'informations chaque jour et sélectionne pour moi ce qui est le plus important. Ce qui veut dire que chaque jour, elle me montre ce qui est le plus important. Et puis d'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter ou LinkedIn, vous verrez parce que je partage tout cela. Alors, beaucoup me contactent, me disent, mais comment est-ce que tu fais? Combien de personnes travaillent avec toi? Et moi, je réponds, non, je suis seule et j'ai cette machine. J'ai amélioré ma productivité, je l'ai multipliée par 1000. Et je crois que ça, c'est très important. Parce qu'on ne dit pas de multiplier par 1, 2 ou 3. On parle multiplier par 100 ou 1000 notre capacité. Donc c'est ça le caractère disruptif de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour ces exemples très intéressants. Donc on ne peut pas faire fi des risques. Et j'aimerais savoir, d'après vous, quels sont les risques les plus importants? Grégory, pour commencer? Alors, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé des risques. On a parlé des biais, de l'utilisation malveillante des armes autonomes. Et aujourd'hui, on lit les nouvelles. Donc il faut faire attention. Mais plus que ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut être positif. Parce que si on n'est pas positif en France, on va geler le marché. Tout sera gelé.
Et pendant ce temps, d'autres pays, eux, avancent très rapidement. Et ça ne dépend pas de vous ou de moi. C'est vraiment pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Il faut qu'on avance, il faut qu'on s'approprie ces technologies. Il faut qu'on soit conscient des risques, mais il faut qu'on saisisse cette opportunité. Et c'est ça le plus important. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, d'ajouter quelque chose. Je suis absolument... Oui, allez-y, et on poursuivra ensuite. Oui, je suis absolument d'accord avec vous et je voulais parler justement de cette sensibilisation au risque puisqu'on a beaucoup parlé des questions éthiques, sociales, économiques autour de l'IA ce matin. Et moi, j'aimerais ajouter une autre considération dont on a peu parlé aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, c'est la crise de la diversité et de l'inclusion dans les technologies d'IA. En tant qu'éducatrice en technologie, je me réveille tous les matins avec une question à l'esprit qui est la suivante. Nous savons que l'IA va changer le monde, mais qui va changer l'IA? Parce que c'est une technologie qui a pour objectif de transformer l'humanité, ou en tout cas c'est son aspiration. Et on a tous conscience de la gravité de cette réalité. Hier, notamment, nous avons également échangé avec le président Macron, ainsi qu'un grand nombre de leaders français dans le domaine. Et nous avons constaté qu'à échelle mondiale, le pourcentage de femmes et de minorités sous-représentées était extrêmement faible parmi les leaders et parmi ceux et celles qui travaillent dans le domaine de l'IA. Et si l'on réfléchit à ces questions de diversité et d'inclusion, ça aura 3 retombées extrêmement positives pour la société dans son ensemble. Premièrement, c'est un secteur de technologie et d'emploi croissant. Donc, d'un point de vue uniquement économique et du point de vue de l'emploi, on a besoin d'une main-d'œuvre considérable, en plus, qui viennent nous aider et travailler avec nous sur ces questions d'IA. Donc, laisser de côté la moitié de la population, en tout cas une grande partie de la population, est, semble-t-il, une très mauvaise idée. Il faut impliquer davantage de gens. Oui, et d'ailleurs, c'est l'idée de l'IA éthique. Et pour poursuivre dans la même ligne, je suis l'un des membres de Roubaix Dataï. Et nous allons lancer le premier laboratoire pour déployer l'intelligence artificielle pour les gens. Parce qu'on parle beaucoup des universités, de l'industrie, des chercheurs. Et comment tirer bénéfice de tout ça? C'est une bonne chose, pas de problème. Mais n'oublions pas, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour ma mère, pour ma grand-mère? En quoi est-ce que ça va permettre d'améliorer leur quotidien? Oui, simplement pour aller au bout des raisons. Ma deuxième raison, c'est celle de la créativité, puisque on a vu à chaque fois qu'on avait un groupe de membres d'une équipe diversifiée qui travaillaient ensemble à chercher une solution, plus l'équipe était diversifiée, plus ils étaient créatifs pour développer d'autres idées, de nouvelles idées de solutions. Je ne vous apprends rien, donc pour moi c'est absolument essentiel, puisque c'est une technologie qui est encore naissante, il y a tant à faire encore et on a donc besoin de cette diversité, de cette représentation. Et troisièmement, et on en a beaucoup parlé, c'est l'équité et la justice. Et là, c'est notre responsabilité également. C'est une technologie qui a un fort potentiel d'injustice, de biais, de conséquences néfastes. Et donc, il faut veiller à la représentation équitable de l'humanité dans l'IA. Absolument. Merci beaucoup. Et c'est essentiel d'avoir tout rassemblé. Et on a vu avec McKinsey qu'il y avait une corrélation directe entre la diversité et la performance économique. Marie-Paul, peut-être un mot pour le mot de la fin. Oui, je serai très brève. En fait, le risque principal avec l'IA, c'est que le public général ne comprend pas ce que l'IA apporte. Et je pense que nous devons utiliser l'IA en tant qu'aide. Cela devrait nous aider à nous débarrasser des tâches répétitives et comme cela, nous pouvons travailler mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos exemples et de vos contributions. Et nous allons maintenant passer au panel suivant.